Ce soir au grain, les musulmans français ont-ils besoin d'être représentés ? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À première vue, la nomination de Jean-Pierre Chevènement à la tête de la future Fondation pour l'Islam de France a de quoi surprendre. Qu'un non-musulman préside aux destinées, fût-ce pour un temps limité, d'une telle institution, voilà qui n'est pas très habile sur le plan symbolique. Mais cette décision n'est-elle pas avant tout la conséquence d'un vide, d'une absence de représentants légitimes au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire d'une personnalité qui soit en mesure de porter la parole de celles et ceux qui appartiennent à la culture musulmane, qu'ils soient ou non pratiquants. Alors certes, n'importe quel autre groupe social serait confronté à cette difficulté, mais pour les musulmans français, c'est sans doute encore plus compliqué. D'abord parce que les bases sont mauvaises, l'expérience du CFCM, le Conseil français du culte musulman, est considérée comme un échec du fait justement de son manque de représentativité. Quant à l'enseignement de l'islam, il est dispensé aujourd'hui en France par une majorité d'imams étrangers. Ensuite, parce que l'actualité rend difficile une approche sereine de cette question. Face au terrorisme islamiste, à la radicalisation, les musulmans sont priés de manifester leur désapprobation. Mais comment faire émerger des porte-paroles d'un islam républicain quand l'adhésion aux valeurs de la République suppose au contraire de faire preuve de discrétion ? Les musulmans français ont-ils besoin d'être représentés ? Eh bien, c'est le sujet dont nous allons parler ce soir en compagnie de trois invités. Samia Atroubi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante associative, vous êtes membre de l'association Coexister qui œuvre au dialogue interreligieux. Vous êtes par ailleurs déléguée Europe de la Fondation pour la compréhension ethnique. Enfin, ça, c'est une traduction que je fais du terme anglais. Alors, la Foundation for Ethnic Understanding travaille depuis 25 ans aux relations d'abord afro-américains et juifs, et depuis 10 ans aux relations entre juifs et musulmans à travers le monde. Voilà, ce qui correspond assez finalement à ce que vous faites en France avec l'association Coexister. Pour discuter avec vous, Abdenour Bidar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes islamologue, spécialiste de l'islam, ancien producteur de culture d'islam sur France Culture. C'est Khaleb Bencher qui vous a succédé. Vous avez publié cette année au Lien qui libère. Alors il y a beaucoup d'ouvrages qui sont signés Abdenour Bidar, mais je citerai celui au Lien qui libère, Les tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Vous avez par ailleurs publié il y a quelques jours de cela dans Libération une tribune qui nous a justement incité à poser la question de la représentation des musulmans en France. Et puis notre troisième invité, c'est Leïla Arslan. Bonsoir. Bonjour. Sociologue, spécialiste des questions d'immigration, de l'islam. Vous avez publié chez First Edition en 2013 L'islam en France pour les nuls, et puis par ailleurs au PUF en 2010, Enfants d'islam et de Marianne. Alors avant peut-être que de se poser la question de savoir si les musulmans en France doivent être représentés, il faut peut-être d'abord s'interroger sur qui doit être représenté, de qui parle-t-on finalement quand on parle. Alors d'ailleurs, faut-il parler des musulmans français, des musulmans de France? Le fait que l'on fasse peut-être le distinguo, ce n'est pas neutre en termes de représentation. J'imagine que si on parle de musulmans français, Leïla Arslan, c'est qu'on met d'abord en avant peut-être leur citoyenneté française. Ce sont des Français qui sont musulmans. Si on parle de musulmans de France, on parle aussi des musulmans étrangers qui se trouvent sur le sol français. Est-ce que ça modifie en tout cas l'appréhension de cette question de la représentation ? Oui, totalement, parce que chacun n'a pas forcément... Les citoyens français et leurs parents n'ont pas la même histoire, ne connaissent pas forcément les mêmes situations dans le pays. Après, je dirais que la question de la représentation, moi, j'aurais pas tourné entre musulmans de France ou musulmans français. C'est plus représentation par rapport à quoi ? Est-ce que c'est par rapport au culte ? Est-ce que c'est-à-dire culte, construction des mosquées, carré musulman dans les cimetières, halal, donc voilà. Et du coup, on parle là de croyants et de pratiquants, ou est-ce qu'on parle de représentation pour des musulmans, mais vu d'un point de vue culturel? Et dans ce cas-là, on a les musulmans français, les musulmans de France. Et on a une population du coup beaucoup plus importante à représenter. Plus importante. Sur votre question,
s'il y avait un peu à comparer, ce serait finalement pour le culte, ce serait le CFCM, ou pour d'autres religions, on aurait pu parler par exemple des fédérations protestantes, de l'Église catholique, du Grand Consistoire. Et pour une approche culturelle, alors là, pour les catholiques, je vois pas, pour les protestants, je vois pas. Et pour les musulmans, peut-être pas encore. Est-ce que dans la notion de représentation, j'ai l'impression que vous voulez dire par là qu'il faudrait une espèce d'organisation. Moi, pour le culte, je peux comprendre qu'on ait une organisation pour dialoguer avec les pouvoirs publics, que ce soit au niveau local ou national, tout en sachant que il n'y a pas l'islam en France n'est pas construite comme l'Église catholique, donc vouloir faire rentrer les musulmans français d'un point de vue culturel dans le schéma de l'Église catholique, je pense pas que ça marche. Ça pose d'ailleurs pas forcément la question d'une institution, mais aussi de qui est mise en avant pour défendre, on va dire, ou en tout cas porter les couleurs d'une communauté. En tout cas, la question de la définition de la population à laquelle on s'adresse pour réfléchir à ces questions de représentation, c'est essentiel, Abdelnour Bidar. Oui, juste une précision préliminaire, je suis pas islamologue, je suis philosophe de l'islam, philosophe de la religion. Voilà, parce que islamologue, ça me paraît une espèce d'objet intellectuel et scientifique non identifié. Je reviens sur ce que vous avez dit, donc sur cette question de la représentation au sujet du vide. Est-ce que le gouvernement aurait nommé Jean-Pierre Chevènement parce qu'il y aurait un vide? Ben non, je suis désolé, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France une élite de culture musulmane, dont le rapport à l'islam est X ou Y, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des musulmans sociologiques, c'est-à-dire des gens qui sont dont la famille est historiquement d'origine musulmane. Il y a donc des musulmans pratiquants, il y a des musulmans non pratiquants, il y a des gens qui entretiennent une très grande diversité de rapports à l'islam comme foi, à l'islam comme culture, à l'islam comme origine. Bon. Mais c'est peut-être justement cette diversité qui rend compliqué le fait de nommer quelqu'un qui représente l'ensemble de cette diversité. Alors ça c'est un fantasme absolu, c'est-à-dire on va pas trouver un individu synthèse qui serait le portrait robot du musulman qui intégrerait dans son identité toutes les composantes de la population musulmane. C'est pour cela qu'avec d'autres, au moment de la création de la Fondation de l'Islam de France, j'ai plaidé pour la reconnaissance d'une élite musulmane qui serait incarnée par un collège dans lequel on aurait des personnalités de sensibilités différentes qui justement manifestent la diversité aujourd'hui de l'islam et des musulmans comme une richesse, pas comme un défaut qui les empêcherait de se faire représenter, mais au contraire, et c'est ça qui est une bonne nouvelle pour la République, une bonne nouvelle pour notre société, il n'y a pas un musulman, comme le disait Dounia Bouzar à une époque, elle avait raison, Monsieur Islam n'existe pas, il n'y a pas un musulman type qui aurait tel ou tel type d'attachement à la religion, etc. Il y a des sensibilités, il y a des parcours, il y a des histoires personnelles, et c'est ce qui fait la richesse aujourd'hui de l'appartenance des musulmans à la société française, parce que, je dirais, comme n'importe quel catholique, comme n'importe quel juif ou protestant, ou etc., eh bien, l'islam n'est qu'une composante de son identité. Alors avant de poursuivre la discussion, je voudrais qu'on entende aussi sur cette question votre première intervention, Samia Troubi. À chaque fois qu'on parle d'islam, qu'on soit en France ou ailleurs, il y a une difficulté de trouver le bon terme à utiliser. La terminologie peut durer des heures. Je crois que l'une des premières choses qu'il faut évoquer quand on parle de représentation de l'islam, c'est que quand vous discutez avec moi, ce que j'appelle le musulman invisible, le musulman ordinaire, c'est une expression que je tire de l'ouvrage de Niloufer Golay, c'est que le musulman ordinaire, il n'est pas d'abord musulman, il est d'abord français. Il y a une étude qui a été faite en 2006 par Pew Research, qui était l'une des plus grandes études faites sur les musulmans en Europe, qui montrait que les musulmans français mettaient d'abord, à 61% d'entre eux, mettaient d'abord leur appartenance à la citoyenneté, à la République, avant l'islam, et alors que les Britanniques mettaient d'abord leur appartenance à l'islam. Ça signifie quoi? Ça signifie que les musulmans, dans ce pourquoi il y a une grande fronde aussi contre cette fondation de l'islam, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'on le veuille à ce point trouver un représentant de l'islam. La nécessité de la représentation de l'islam, elle vient d'où? Elle ne vient pas forcément des musulmans, mais elle vient du pouvoir. Et on a souvent eu le sentiment qu'à chaque fois que la question de la représentativité, de la représentation de l'islam était posée, elle venait de Pierre Joxe, elle venait du ministère de l'Intérieur de Chevènement, de Sarkozy, et aujourd'hui encore d'un ministère de l'Intérieur. Donc on peut comprendre l'espèce de réticence de la part de tous les
musulmans de vouloir parler de représentation. Et est-ce que c'est une réticence que vous partagez, Moi, je la partage. Est-ce que vous avez l'impression que quand on parle de représenter à travers une institution les musulmans qui sont en France, alors musulmans français ou musulmans de France, c'est une façon de vous assigner d'abord l'identité de musulmane avant de l'identité française? Je pense que c'est ça. D'abord, il y a une espèce de paradoxe, un paradoxe dans lequel nous avons baigné et dans lequel nous baignons depuis, disons, 10 ans. C'est être indifférent, on ne reconnaît pas aucune communauté, on ne nous reconnaît pas en tant que musulmans, et depuis, et notamment, il y a une espèce de rupture avec les attentats, on nous somme, il y a cette objection de nous sommer d'être musulmans d'abord et avant tout, et c'est pour ça que le musulman sociologique, qui a un rapport très lâche avec l'islam, moi je le comprends pas. L'islam n'est pas contrairement au judaïsme, par exemple, on peut être juif athée, moi je l'ai entendu souvent de la part d'un certain nombre d'amis, je ne peux pas comprendre, et je crois qu'on est nombreux en tant que musulmans français et musulmans dans le monde, à entendre être musulmans de culture. Pour beaucoup de musulmans, ça ne signifie absolument rien. Je relisais encore un imam avec qui j'ai de grandes discussions, Asdin Gassi, qui est théologien et qui est imam de la mosquée de Villeurbanne. Il disait, mais l'islam de France, ce sont des musulmans et des Français. Il n'y a pas à tergiverser. Un musulman de souche ou un musulman de culture n'existe pas. Alors c'est peut-être un point sur lequel vous allez avoir quelques petites divergences avec Abdenour Bidar, puisque dans des tribunes que vous avez signées ces derniers temps, j'évoquais celle dans Libération, mais il y en a eu une aussi que vous avez co-signée dans le journal du dimanche durant l'été, où vous disiez en gros, voilà, il n'y a pas le choix aujourd'hui, la situation est suffisamment grave, il faut absolument parler. Et par ailleurs, vous écrivez, les musulmans de France sont en mal d'identification, ils ont besoin d'incarnation. Manifestement, ce besoin n'est peut-être pas partagé par tous les musulmans de France. Non, bien sûr, mais je crois qu'on peut distinguer deux choses. D'abord, ce qui vient d'être dit par madame et que je partage complètement, c'est-à-dire que un certain nombre de musulmans en ont marre de cette assignation à identité. Ça, c'est un point. En revanche, je trouve une nécessité aujourd'hui et même une urgence cruciale à la représentation de l'islam par un certain nombre de figures qui portent haut et clair ce que j'appelle un islam des Lumières. Et cette nécessité, elle a deux raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui, nous assistons en France, sur le fond d'écran d'un monde musulman qui est lui-même livré à ce genre, je dirais, à ce type de péril, à la propagation du salafisme, à la propagation d'un islam qui est extrêmement dur, qui est extrêmement rigoriste, qui, dans ses branches les plus immobilistes, est un islam rétrograde. Et je crois qu'un certain nombre de musulmans, aujourd'hui, ont besoin d'un autre modèle d'identification, d'un contrepoint par rapport à la propagation de ce salafisme, pour faire valoir haut et clair, encore une fois, que l'islam c'est un humanisme qui est parfaitement compatible avec nos valeurs de liberté, égalité, fraternité, qui ne sont pas exogènes à l'univers de sens et de valeurs de l'islam, mais qui au contraire le restituent dans ses grandes heures et dans ses plus grandes productions à la fois intellectuelles et culturelles. Ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, ne soyons pas naïfs. Nous arrivons dans une année présidentielle où l'islam va être volontiers présenté comme un bouc émissaire par tout un ensemble de forces politiques qui vont vouloir faire du rejet des musulmans un argument électoral. Et je crois qu'il sera très important dans cette période que l'islam soit porté, soit incarné par des figures extrêmement fortes qui, de façon sereine, sont le démenti vivant, la preuve vivante et le démenti vivant que l'islam, non, n'est pas synonyme d'arriération, que non, l'islam n'est pas synonyme de quelque chose qui serait opposé à la République et à notre contrat social, mais qui, au contraire, incarne à la fois dans leur parcours et dans leur prise de position publique l'exemple vivant d'une parfaite conciliation entre la culture musulmane et la culture française. Tout en voyant bien la difficulté finalement, Leïla Arslan, qu'il peut y avoir à concilier justement les deux, c'est-à-dire cette appartenance à une culture musulmane et cette appartenance à une citoyenneté française qui, quand elle est vraiment aboutie, suppose qu'il y ait une forme de discrétion par rapport justement à ces racines culturelles. Donc comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? En tout cas, est-ce que dans les personnes que vous côtoyez pour votre travail, vous ressentez cette difficulté à concilier ces deux appartenances-là? Non, honnêtement, moi j'ai travaillé sur des Français vivant dans un quartier populaire d'origine maghrébine, turque et africaine.
qui étaient étudiants. Et pour moi, c'était finalement la future classe moyenne issue de l'immigration. Ils posaient pas la chose comme ça. C'était pas, il n'y avait pas d'un côté, il n'y avait pas de difficulté en fait à concilier les deux. Par contre, ce qui était hyper important pour eux, c'est ce qu'a dit Samia, c'est-à-dire que moi, en fait, quand je dis moi, c'est ce qu'il disait. Hein, laissez-moi tranquille, en fait. Nous, on avance, on fait notre petit bonhomme de chemin en suivant finalement les institutions de la République, c'est-à-dire on réussit à l'université, ensuite on arrivera dans le monde du travail. Si on doit, entre guillemets, si on a des difficultés, c'est en tant que descendant, en tant que membre des classes populaires, en fait, et que on fait face à des difficultés liées à ça et à un racisme aussi spécifique en tant qu'arabe, en tant qu'africain, noir, et aussi maintenant on le voit de plus en plus en tant que musulman. Parce que c'est pas forcément. Mais là, c'est pas. Il y avait pas dans le discours la volonté d'opposer le fait d'être musulman et le fait d'être citoyen. Ça pouvait. Ça fonctionne. En fait, ça fonctionne. Enfin, pour eux, c'est naturel. C'est naturel. Et finalement, tous ces jeunes, je regardais, ils étaient assez. Ils étaient dubitatifs par rapport au système représentatif politique, les partis, etc., par rapport au personnel politique, mais ça, finalement, c'est quelque chose qu'ils partagent avec beaucoup de Français. Mais en même temps, ils avaient envie d'y croire, c'est-à-dire de participer aux élections, de s'inscrire sur les listes électorales. Mais bon, là, il pouvait aussi y avoir des obstacles à partir du moment où ils voulaient se présenter. Pour revenir à notre débat sur représenter les musulmans ou pas, j'entends ce que vous dites, Abdelnour Bidar, par rapport au fait qu'on va entrer dans une période compliquée et que en plus il y a ce problème de voir l'offre salafiste inonder totalement Internet et se présenter comme le vrai islam, le seul islam, et que tous ceux qui ont une voix un peu divergente par rapport à ça, finalement, seraient des faux musulmans. Il y a un vrai problème par rapport à ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a besoin d'une organisation pour porter des discours différents? Ça, je sais pas. Par contre, peut-être que dans le système médiatique, inviter des gens qui produisent véritablement sur le sujet, ça serait important. Parce que quand même, depuis des années, on voit émerger comme ça sur les plateaux des gens qui parlent pas forcément bien français et comprennent pas forcément ce qui se passe, en fait. Voilà. Donc il faudrait quoi? Qu'il y ait une forme de meilleure, quitte à parler de représentation sans que ce soit forcément une représentation, disons, institutionnelle, une meilleure représentation médiatique, une meilleure visibilité des musulmans. Et ça voudrait dire quoi, une visibilité des musulmans? Est-ce que vous, par exemple, Samia Atrobi, c'est quelque chose qui vous semble plus intéressant, qui n'est pas forcément plus simple à mettre en place? Moi, j'appelle ça le phénomène Tariq Ramadan. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, les musulmans français, à chaque fois qu'ils voyaient Tariq Ramadan, étaient en extase. Ils le sont encore, parce qu'ils étaient pour eux l'homme éclairé, lettré, qui avait des diplômes et qui pouvait s'exprimer correctement en français. Et ce pourquoi Tariq Ramadan a autant été propulsé dans les médias, c'est qu'il n'y avait pas grand monde. Et c'était aussi ça le souci en France, c'est il y a une diversité des voix X et des voix E au sein des musulmans français. Abdelnour Bidar, Leïla Arslan, moi-même, des gens qui sont antiracistes, Marwan Mohamed et d'autres, le sociologue Marwan Mohamed encore, il y en a beaucoup. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le traitement médiatique est tellement faussé, c'est-à-dire que le salafisme est un épiphénomène en termes numériques, sauf qu'il est surreprésenté dans les médias. Il y a John Esposito qui est professeur à Georgetown, qui a fait des études incroyables sur cette représentation médiatique des musulmans aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et on voit qu'il y a une surfocalisation du terrorisme, du salafisme, et que le musulman ordinaire, j'aime cette expression, je vais la citer, n'est absolument pas présent. Mais est-ce que ça fait partie de la responsabilité du musulman ordinaire de montrer que l'islam, ça n'est pas que ça, et qu'il y a un devoir presque d'intervention à partir du moment où on est de culture musulmane, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas? Est-ce qu'il y a une forme d'obligation aujourd'hui à intervenir? Oui, je crois que janvier 2015 a constitué, et je le dis dans un certain nombre de mes conférences à l'étranger, en janvier 2015, il y a eu une rupture. Il y a eu un avant et un après. Et je crois que janvier 2015 a propulsé
de force un certain nombre de musulmans, leaders religieux. Moi, c'était la première fois que je voyais, par exemple, des membres de l'UOIF sur BFM et d'autres, devant l'écran, parce qu'il n'était plus question de dire on n'y va pas. Il était obligatoire pour chacun d'entre nous d'assumer nos responsabilités, là je reprends votre phrase, et d'être présent, à la fois en tant que Français et en tant que musulman. Et c'est aussi à ce moment-là, je crois, que un certain nombre de personnes se sont exprimées aussi à travers leur prisme religieux. France Culture, du grain à moudre. Hervé Gardette. Voilà la question que nous posons ce soir. Les musulmans français ont-ils besoin d'être représentés? Abdenour Beidar, pour faire réagir à ce qui vient d'être dit par Leïla Arslan et Samia Troubi, mais peut-être que finalement la question qu'on devrait formuler serait plutôt la suivante, c'est-à-dire les musulmans français ont-ils besoin d'être mieux représentés, c'est-à-dire d'essayer de représenter cette diversité que vous évoquiez, de ne pas laisser une seule image de l'islam dominée par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus paisibles et qui sont sans doute majoritaires. Oui, le terme sur lequel, me semble-t-il, on s'est entendu, c'est la revendication légitime de visibilité. Parce que, pour rebondir sur ce que disait Leïla Arslan, et que je trouve très très juste, aujourd'hui, il y a une jeunesse de culture musulmane dans notre pays, qui est une jeunesse dont il faut, je dirais, que la société française acquiert une visibilité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans un parcours, ce n'est même plus la peine aujourd'hui de parler d'un parcours d'intégration, qui sont dans une inscription plénière au sein de la société française, des gens qui font des études, des gens qui ont des diplômes, des gens qu'on côtoie tous les jours, qui sont notre médecin, notre collègue dans tel ou tel domaine, la maman qu'on croise le soir quand on va chercher ses enfants à l'école et qui vient chercher les siens. Les musulmans sont là avec les autres dans le tissu social et ils ont besoin d'une visibilité qui fasse justice à cette inscription dans la société française. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe ? Jean-Pierre Chevènement. C'est-à-dire qu'à la place de l'incarnation attendue et légitime de cet islam inscrit dans la société française qui existe à travers non seulement des figures mais des millions d'anonymes, eh bien on nomme quelqu'un qui est certainement, comme l'a dit Monsieur Cazeneuve, un grand républicain, mais ce qu'il faut savoir et ce dont la société française a absolument besoin d'être avertie aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des grands républicains du côté des musulmans. Il y a des gens qui portent, comme l'a dit Leïla Arslan, de façon tout à fait sereine, au quotidien, une conciliation réussie qui ne pose pas problème entre leur culture française et leur culture musulmane. Mais vous voyez bien que pour notre société française qui est travaillée de façon douloureuse, et à cet égard d'ailleurs l'islam n'est que le révélateur le plus aigu, par une crise d'identité extrêmement profonde, c'est-à-dire que pour la France aujourd'hui, il s'agit de se regarder dans un nouveau miroir, de voir à quel point elle est devenue diverse, de voir à quel point elle est devenue multiculturelle, de comprendre que ce n'est pas parce qu'elle est multiculturelle et diverse qu'elle va devoir faire le sacrifice de son unité et de la possibilité de se rassembler autour d'un certain nombre de valeurs. Donc cette France qui est à la fois une et diverse, qui a à être fière de sa diversité et en même temps à avoir de l'espérance dans son unité possible autour de valeurs, eh bien, elle doit pouvoir compter sur des figures musulmanes qui, au plus haut niveau de la responsabilité politique, institutionnelle, l'incarnent et le portent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Abdenour Beidar, et je voudrais citer le directeur de recherche à l'IRIS, Beldig Nabli, sur le fait de justement mettre en avant, parce qu'il y a besoin justement de leaders, d'une forme de visibilité, de mettre en avant des musulmans et de presque les conduire finalement à une forme de communautarisme auquel il n'aurait peut-être pas songé sans cette injonction-là. Il dit, voilà, l'évocation d'une communauté musulmane suscite chez les personnes de confession ou de culture musulmane une réaction de repli sur soi, de nature à forger un lien communautaire nourri par un sentiment d'exclusion et de stigmatisation. C'est quand même extrêmement délicat, justement. Ça. Ben non, c'est pas délicat. C'est pas délicat et c'est très facile à réaliser parce que justement, si vous avez des figures qui incarnent, comme je l'ai dit, la conciliation sans problème, sereine et tranquille, entre la culture française et la culture musulmane, comment voulez-vous qu'avec des figures comme ça, on ait le risque du communautarisme? Puisque ces personnes sont, par leur parcours et leur prise de position, le démenti constant d'une communauté musulmane qui existerait séparée du reste de la société française. Donc non, je trouve que cette critique est vraiment, sur le plan logique, simplement complètement contradictoire. Samia Troubi. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je crois qu'on est en train de créer une communauté qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est en train de créer la communauté qu'on a fantasmée et qu'on fantasme au quotidien par les prises d'opposition d'un certain nombre de politiques que je ne citerai pas, par un certain nombre de lois, par une surfocalisation sur l'islam. On a le sentiment aujourd'hui qu'on crée la communauté
dont on a peur, qui nous effraient, en crée une stigmatisation accrue, avec un sentiment souvent de victimisation au sein des jeunes. Moi, je suis toujours assez surprise, je rencontre souvent des jeunes dans le cadre de mon travail, que l'une des premières questions qu'ils me posent, c'est est-ce que l'islamophobie va pas m'empêcher d'être qui j'ai envie d'être? C'est pas une question que je me posais, moi, du haut de mes 30 ans, il y a quelques années. Je crois qu'on est en train aussi de créer la communauté dont on a peur. Et moi, ça m'inquiète d'être dans une société où, de fait, on aura une ou deux personnes qui vont s'exprimer au nom de l'islam et que d'autres voix ne puissent pas avoir droit au chapitre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, Leïla Arslan, qu'il y a une forme de communauté fantasmée qui est en train d'être créée? Ou bien est-ce qu'il y a aussi peut-être une demande, puisque je rappelle le titre, les musulmans français ont-ils besoin d'être représentés? Ça veut dire que ça peut aussi être une demande qui est exprimée par eux, notamment par exemple en arborant certains signes qui sont des signes ostensiblement, disons, liés à la culture musulmane et qui peuvent être aussi une façon d'affirmer son identité, pas seulement son identité religieuse, mais aussi une forme d'identité culturelle. Je suis assez d'accord avec Samia. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle de groupe minoritaire, on va dire la communauté, comme si il y avait là un groupe qui était organisé avec un représentant entre ce groupe minoritaire et les pouvoirs publics ou le reste de la société. Pour moi, il y a des groupes musulmans qui sont différents par leur trajectoire sociale, leur histoire, leur rapport aux religieux. Alors sur la question des signes religieux, ce qui est assez, ce que j'aimerais, on pose que la visibilité religieuse en termes vestimentaires produit forcément du communautarisme. Par là, en fait, ça voudrait dire que les musulmans visibles religieusement n'auraient pour objectif que de rester entre eux, sans avoir de sociabilité amicale autre. Franchement, je sais que Saint-Denis n'a pas été dépeint comme ça par certains médias, mais j'y habite et je vois des groupes de jeunes filles voilées et non voilées ensemble, qui peuvent se retrouver d'ailleurs à la plage voilées et en bikini côte à côte, sans qu'il y ait mort d'homme. Je pense que le plus important pour éviter qu'il y ait justement des frontières entre groupes et des naissances de sociétés parallèles qui font peur, le plus important, c'est de garder un espace commun le plus large possible, où dans cet espace commun, on souffle tous un coup et on peut accepter des formes de différence tant que chacun n'est pas attaqué dans sa liberté et dans ce qu'il est. Abdelnour Bidar. Oui, alors peut-être deux petites choses en bémol par rapport à ce qui a été dit. Tout à l'heure, on parlait du salafisme comme un épiphénomène. J'ai peur qu'à l'échelle du monde musulman, ça soit davantage qu'un épiphénomène. En termes numériques en France... Même si je suis d'accord avec vous sur la surexposition médiatique de ce phénomène, n'empêche, ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui est un cancer qui gangrène l'islam de façon tout à fait inquiétante. Et là, je parle du point de vue de quelqu'un qui ne dit pas que l'intolérance et l'obscurantisme sont dans l'essence de l'islam, mais au contraire, je m'inquiète d'une dégénérescence de l'islam dans cet obscurantisme salafiste. Et le deuxième point, effectivement, il est très très difficile de déduire toute une personnalité, tout un parcours de vie, tout un positionnement à partir d'un signe extérieur. Néanmoins, restons vigilants par rapport à un certain nombre de signes extérieurs, de visibilité, qui nous attirent, comme l'a très bien montré Olivier Roy, trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, du côté d'une religion sans culture, c'est-à-dire d'une religiosité qui se focalise sur des signes extérieurs, alors que dans l'islam, comme dans n'importe quelle autre grande spiritualité, l'adhésion et la foi et la piété se manifestent essentiellement par un comportement et pas par une mode vestimentaire, ce que la grande tradition de l'islam appelle adab, par exemple, c'est-à-dire la culture de la vertu, des vertus qui convergent dans un humanisme universel avec les nôtres, c'est-à-dire la bienveillance envers autrui, la droiture, la simplicité, la générosité, etc. Voilà
où est, je dirais, la spiritualité plutôt que dans des signes extérieurs qui ne sont finalement que des choses tout à fait relatives. Oui, mais puisque l'heure est grave, comme vous le dites à Abdenour Bidar, et que vous appelez d'une certaine manière aussi les musulmans en France à assumer d'une certaine manière leur responsabilité, est-ce que vous diriez que justement par rapport à ces signes extérieurs d'appartenance culturelle à l'islam, qui ne sont pas forcément des signes de prosélytisme religieux, mais qu'il y aura peut-être la nécessité au moins pour un temps de faire quoi? Alors faire preuve de discrétion, j'hésite à utiliser cette formule puisque elle a été attribuée, elle a été dite d'ailleurs par Jean-Pierre Chevènement, mais est-ce qu'il y aurait aussi peut-être, ça peut faire partie en tout cas de la responsabilité des musulmans aujourd'hui que de ne pas trop se distinguer, en tout cas de prendre le risque d'avoir une attitude ou des signes extérieurs qui seraient mal interprétés? La discrétion, c'est une leçon de morale. Moi, je suis un philosophe. Je ne suis pas un moraliste ou un moralisateur. Je parlerai simplement du sens de la liberté, tel que les philosophes l'ont toujours exprimé. Une liberté, c'est une liberté qui ne se soucie pas seulement de soi, une liberté authentique, qui ne se soucie pas seulement de soi et de s'exprimer soi-même, mais aussi d'autrui. Et je crois que dans un contexte de société comme le nôtre, la société française, où il y a une certaine culture, il y a certaines valeurs, où il y a certaines mœurs, qui sont les mœurs historiques de la société française, eh bien, et d'autant plus dans un contexte où on sait que l'islam est regardé avec beaucoup de défiance, je crois que ce n'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu en affichant un islam de façon trop ostensible. Moi, je suis de culture musulmane, je le revendique profondément, mais mon rapport à l'islam, c'est un rapport qui a lieu dans l'intériorité, et je n'ai pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit en ne me promenant pas dans Paris en babouche et en djellaba. Vous voyez ? Donc, je crois qu'il s'agit aussi que nous retrouvions, nous qui sommes de culture musulmane, un rapport critique à l'expression de notre foi, et aussi que nous sachions entreprendre une réflexion je dirais un petit peu mature sur ce qu'est la liberté. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, toujours concernant justement, parce que c'est ce qui nous occupe, la visibilité de l'islam, ce que je déplore dans la nomination de Jean-Pierre Chevènement, c'est que, eh bien, le débat français s'est complètement focalisé sur lui. Qui a retenu les noms de ces figures musulmanes qui sont présentes au conseil d'administration de cette fondation? Qui a parlé de Khaled Bencher, qui est président de la Conférence mondiale des religions pour la paix? Qui a parlé de Kamel Keptan, qui est le recteur de la mosquée de Lyon? Qui a parlé de Najwa El Atfani, qui est présidente du club du XXIe siècle? Qui a parlé de cette figure immense de la littérature qui est Tahar Benjeloun? Donc vous voyez à quel point il y a eu, à cause de cette nomination, je dirais une sanction médiatique que je trouve tout à fait normale, c'est-à-dire que le pouvoir politique a nommé quelqu'un qui n'incarne rien du tout au sujet de la culture musulmane, ce qui a rejeté dans l'ombre de façon extrêmement préjudiciable des grandes figures musulmanes qui, justement, à travers la diversité de leur parcours, présentent le visage d'autre chose qu'une soi-disant communauté qui n'existe pas et qui est fantasmée. Alors sur la question de la discrétion et peut-être de la nécessaire discrétion, au moins pour un temps, j'aimerais avoir vos réactions, et Samia Atrobi et Leïla Arslan. Samia Atrobi. Alors moi, à l'injonction et au conseil, je préfère toujours les questionnements. Je ne supporte pas qu'on me donne des leçons de discrétion. Je ne crois pas être très visible de fait. Mais souvent, je me questionne sur le salafisme, que je ne qualifierais pas de cancer parce que ça vient des salafs, donc j'ai quand même un peu de mal. Mais je me questionne. Qui se revendiques comme salaf. Attention, il y a un débat dans la communauté intellectuelle là-dessus. Très divers, mais là n'est pas le sujet. Mais vraiment aux injonctions et au conseil, je préfère le questionnement. Et moi, je me questionne souvent de savoir pourquoi est-ce que des jeunes qui ont comme culture musulmane, quand ils se redécouvrent musulmans, se tournent vers le salafisme. Et pourquoi le salafisme, effectivement, a une expansion. Moi, je l'ai vu dans mon lycée. J'ai enseigné pendant 6 ans dans le 93. Et souvent, je me suis questionnée de voir mes gamines arriver, je sais pas, veille de vacances. Elles étaient en jean et en basket et beaucoup plus pulpeuses que moi. Et à la rentrée scolaire, elles étaient en gilbab. Donc ça, je crois qu'il faut avoir un questionnement. Je pense que les questionnements sont pas mauvais. Et alors, quelle réponse vous apportez à votre questionnement ?
La réponse, je pense qu'il y a un vide, je le dis, il y a un vide spirituel qui est présent, il y a un vide, je crois qu'on n'a plus d'espérance à offrir à nos jeunes, et on le voit quand on voit la progression d'un certain nombre de groupes racistes en France, mais ailleurs, en Europe, beaucoup plus important que l'État islamique. Je crois qu'il y a un vide d'espérance qu'il va falloir régler, et je ne pense pas que les réponses qu'on est en train de donner à un certain nombre de politiques y répondent ou que ce soit satisfaisant. Sur la représentation, je voudrais quand même spécifier que on a parlé beaucoup de représentation, on a peu parlé du culte. Je trouve que la fondation de l'islam sur ce point-là peut être bénéfique, parce que moi je suis toujours un peu agacée de voir qu'on continue à traiter de l'islam avec des diplomaties étrangères, et de faire comme les Allemands, de voir. Oui, voilà, parce qu'on n'a peut-être pas précisé. Alors la fondation pour l'islam de France, elle est à visée culturelle, sera adossée une association à visée culturelle, avec la nécessité d'avoir des fonds qui seront des fonds exclusivement français, ce qui, voilà... oui, le CFCM doit de fait, tout mon amitié à Norbert Kibibèche, mais elle doit de fait être rénovée, et elle ne peut plus être la représentation de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie. Ça suffit. Leïla Arslan. Sur la question de visibilité... tout ce que vous avez dit, Abdenour Bidar, je ne peux être que d'accord avec. C'est-à-dire qu'il est vrai que, notamment parmi la jeune génération, la visibilité en termes de style de vie, de look, de façon de manger, occupe un espace quand même énorme, et peut-être trop grand par rapport à la réflexion sur ce qu'est la spiritualité. Ça, c'est un fait. La question de la discrétion, je dirais jusqu'où la discrétion. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple le fait de ne pas manger de porc dans une cantine, ça va devenir ostentatoire? On se voit, il y a 10 ans, on ne posait pas cette question en fait. Sauf qu'aujourd'hui, les repas non confessionnels, c'est-à-dire pas halal ou kasher, c'est-à-dire que quand il y avait du porc, il y avait soit des œufs, soit de la viande. Maintenant, sont définis, sont décrits par certains politiques ou par les médias comme des repas halal. C'est un peu, en fait, vous voyez, c'est un peu compliqué. Pour moi, le plus important, c'est que vraiment on garde au maximum l'espace commun le plus grand possible, où chacun, on fait en sorte que chacun se sente protégé dans sa façon, dans son, je sais pas, que les athées ou les ne se sentent pas obligés d'avoir tel ou tel comportement. Voilà, faut penser aussi que tout le monde n'est pas pratiquant, croyant, etc. Et que c'est vrai que beaucoup, quand on parle des questions de voile, on fait une espèce il y a un rapport un peu binaire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on évoque ça, on va parler, ah oui, dans les quartiers, il y a des filles qu'on oblige à ta. Peut-être, certainement. Et celles-ci doivent être aussi protégées. Le truc, c'est qu'il va tous falloir un peu sortir de cette façon de réfléchir les faits sociaux par étiquette, en pensant qu'elles ne bougent pas dans le temps. Les rapports, le voile, ça peut signifier plein de choses. Des filles aussi peuvent l'enlever, le remettre. Il y a beaucoup de fluidité sociale, et je pense que c'est ça en fait le plus important. Construire un cadre commun où chacun se sente libre de croire ou ne pas croire, de l'exprimer ou pas, et de voir que et plus en fait on définit des étiquettes figées, en fait, plus on casse un peu cette fluidité sociale, et on assigne les uns et les autres à des rôles sociaux qui n'aident pas en fait dans le débat actuel. Tout à fait, je dirais construire un cadre commun dans lequel nous affrontons ensemble nos questionnements spirituels, parce qu'il est bien là le grand vide contemporain, et ça déborde largement le cas de l'islam. Moi, il me semble qu'il y a une crise aujourd'hui dans la société française, c'est que justement entre athées, agnostiques et croyants de toutes les confessions, de toutes les obédiences, eh bien nous n'arrivons plus à prendre en charge collectivement cette question du spirituel. Et est-ce qu'à ce titre, d'ailleurs, à ce titre, même si on a bien compris que les conditions, on va dire, de création
création de cette Fondation pour l'Islam de France sont extrêmement critiquables de votre point de vue, Abdenour Bidar. Mais est-ce qu'au moins c'est un progrès a priori, justement, le fait d'englober davantage les musulmans de France dans cette institution-là par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman qui se limitait seulement au culte avec tous les problème de représentativité. Sans conteste, c'est un progrès parce que, mais là, encore une fois, par rapport aux gardiens, je dirais aux représentants du culte, je suis très sévère en tant que philosophe. Pour moi, ce sont des bergers qui gardent un troupeau et qui font justement exister une communauté homogène dont l'homogénéité ou même l'uniformité est assurée par la garantie qu'ils croient tous en une orthodoxie et en une orthopraxie. Et je crois que c'est quelque chose qui est profondément contradictoire avec la liberté de conscience de chaque individu. Et par rapport à ça, le fait que nous ayons élargi le champ de la représentation de l'islam à la culture, eh bien, c'est déjà une première garantie. Simplement, on s'est trompé de casting. Voilà, c'est mieux, mais il y a encore beaucoup à faire. Ça pourrait être la conclusion évidemment provisoire à cette discussion à laquelle je vous remercie vraiment d'avoir participé tous les trois, Abdenour Bidar, Leïla Arslan et Samia Atroubi. Les références bibliographiques, notamment les liens vers vos différentes organisations, c'est sur notre site franceculture.fr.